Bonjour à tous. Alors, on a 20 ans. On a été pendant très longtemps ce que j'ai appelé un retailer en ligne, c'est-à-dire un retailer, c'est quelqu'un qui achète des produits, qui les stocke et qui les vend. Ça a duré à peu près 10 ans, 10-12 ans, et ça n'a pas de modèle économique, parce qu'en fait, la livraison gratuite et la pression sur les prix fait que c'est des modèles qui ne gagnent pas d'argent. Donc à partir des début des années 2010, avec une accélération dans les dernières années, on a basculé sur un modèle de plateforme. Je vais vous expliquer pourquoi et comment on a fait. Alors, ces discounts en chiffres, c'est 3,6 milliards d'euros de volume d'affaires, d'activité, 20 millions de visiteurs uniques par mois, ça nous met le deuxième sur le marché, 9 millions de clients sur les 12 derniers mois. À peu près, on est un des leaders sur les biens techniques en France, parce qu'on est dans le top 2, top 3 des retailers, avec Fnac, Darty, Boulanger, Conforama, sur chacun des marchés, donc à peu près entre 8 et 10% du marché total sur les catégories sur lesquelles on est. 40 millions de produits, on expédie 100 000 commandes par jour. Ça, c'est des grands chiffres. On est, en France, le seul acteur qui a résisté à Amazon depuis une quinzaine d'années, quand vous regardez les parts de marché. Et on est, au niveau européen, l'acteur qui a la part de marché relative par rapport à Amazon la plus élevée. Et l'ordre de grandeur, Amazon doit faire entre 6 et 7 milliards d'euros en France. Il fait entre 15 et 20 en Angleterre et 15 et 20 en Allemagne, si on intègre les logiques de la marketplace. Ce qui fait que tous les acteurs, les gros acteurs historiques allemands ou anglais, ou italiens ou espagnols, sont beaucoup plus petits que nous comparés à Amazon. Donc ça nous donne une obligation importante sur le marché français, sur le marché européen, en tant que challenger. Alors, quand on s'est posé la question de la plateforme, parce qu'on a été obligé de se la poser pour des questions de modèle économique et aussi pour des questions d'expérience client, on s'est dit quels sont finalement nos actifs. Et quand vous regardez un site internet, un site de e-commerce, il a 3 actifs. Il a un actif client audience, qui est l'actif le plus important. C'est facile de créer un site, c'est facile d'acheter des produits, c'est facile de les livrer, c'est très compliqué de faire venir du trafic. Donc le premier actif, c'est des clients et du trafic. Le deuxième actif, c'est des partenaires. Les partenaires, c'est des fournisseurs, c'est des vendeurs marketplace, c'est des partenaires de services, c'est des partenaires technologiques. Et vous devez passer du temps à choisir les meilleurs partenaires avec lesquels vous allez travailler. Parce que c'est eux qui vont vous apporter la valeur ajoutée. Et le troisième actif, c'est la technologie. Il n'y a pas de plateforme sans technologie. Pourquoi ? Parce que la technologie, ça veut dire être capable de brancher les partenaires rapidement. Rapidement, ça veut dire en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça veut dire être capable de prendre des volumes. Quand nos vendeurs marketplace travaillent avec nous, ils nous créent jusqu'à 1 million de nouveaux produits par semaine. Donc il faut être capable d'avoir des algorithmes qui traitent ça, d'être capable de traiter des volumes. Quand on est au Black Friday, on fait 8 millions de visites par jour, on fait jusqu'à 25 commandes par seconde. Et donc c'est beaucoup d'ingénieurs. Donc on est l'une des plus grosses sociétés tech en Europe. On avait 70 ingénieurs il y a 10 ans, on en a 700. Et la moitié de nos effectifs à Bordeaux, c'est des ingénieurs. Des ingénieurs IT, des ingénieurs de data science, justement pour piloter cette plateforme. Donc une plateforme, elle a 3 piliers. Son audience, ses clients, ses partenaires et sa techno. Il n'y a pas de plateforme sans ça. Et ça nous a permis de développer une plateforme multi-univers. On a commencé avec la marketplace en 2011. La marketplace faisait 0 volume d'affaires en 2011, elle fait 1 milliard 7 ans plus tard. Il y a 2 ans, on s'est lancé dans une marketplace de services. On vend des services à domicile, jardinage, installation de produits, babysitting, tous les services que vous pouvez imaginer. On vend de l'énergie, mais on vend aussi du loisir, on vend du voyage, on vend de la billetterie. Et on n'est qu'au début. Et dans les services, on ne fait rien en propre. On s'est systématiquement connecté aux meilleurs acteurs du marché et on les a intégrés rapidement. On est une plateforme publicitaire. Les fournisseurs, les vendeurs marketplace, les partenaires de services peuvent venir acheter de la publicité et pousser leurs produits sur la plateforme. On est une plateforme d'innovation.
On a été capable de se connecter à une centaine de startups dans les 2 dernières années. Donc, on travaillait avec 0 startup il y a 3 ans. Il y en a maintenant plus de 100 qui travaillent de manière industrielle avec nous. Là, c'est pareil. Ça veut dire des API, des connexions extrêmement rapides pour que les startups qui ont généralement peu de temps, peu d'argent, en tout cas pas plus de 3 mois, soient capables de démarrer vite. Et on sait très vite si ça marche ou ça ne marche pas. Et une plateforme client et notamment promotionnelle, parce qu'on a des projets pour devenir une plateforme promotionnelle et offrir des promotions à nos clients, pas seulement valables chez nous, mais chez toute une série de partenaires. Donc la logique de plateforme, elle se décline à l'envi. Évidemment, au départ, on n'aurait pas pu devenir une plateforme du jour au lendemain. Ça nous est permis parce qu'on avait 20 millions de visiteurs uniques, parce qu'on avait un socle technologique et parce qu'on commençait à avoir des partenaires. Et on l'a fait pour les 2 raisons qui sont celles-là qui sont fondamentales. C'est indispensable pour l'expérience client. Parce qu'un client, il demande 3 choses de base. Dans notre métier, il veut déjà tous les produits. N'allez pas lui dire que vous avez que 1000, 10 000, 50 000 produits. Il veut tous les produits. Il veut tous les produits, il veut toutes les déclinaisons, il veut tous les coloris, il veut toutes les gammes de prix et toutes les gammes qualitatives. Donc, le seul moyen de les avoir, c'est d'avoir des vendeurs marketplace qui vous abreuvent en produits et qui vous permettent d'avoir des millions de produits. Vous aurez toujours un client qui veut une machine à laver verte avec des pois rouges. On vend des machines à laver rouges, on en a vendu. Des vertes, on en a vendu. Il y a toujours des clients qui ont cette demande-là. Ils veulent les meilleurs prix. Les meilleurs prix viennent par la concurrence entre les différents partenaires. Les vendeurs marketplace sont en concurrence entre eux, les partenaires sont en concurrence entre eux, les prix baissent. Et vous offrez les meilleurs prix à vos clients. Et ils veulent le meilleur parcours client, évidemment, et ça, vous l'avez à travers la technologie, parce que qui dit offre infinie ou qui dit meilleur prix, veut dire, en termes de merchandising, énormément de technologie pour que vous, quand vous venez sur le site, ça soit simple pour vous et que vous ne soyez pas perdu dans l'offre. La technologie, le fait de devenir une société technologique n'est pas devenu... Je ne me suis pas levé un matin en disant on va devenir une société technologique. C'est qu'en fait, quand on a commencé à avoir 5-10 millions de produits, ben les clients étaient perdus en fait sur le site. Donc on s'est dit il faut des algorithmes, il faut de la personnalisation. Et c'est là qu'on a commencé à monter des équipes des équipes de plus en plus fortes pour régler le problème du merchandising. Puis après, vous avez un problème de pricing, puis vous avez des problèmes de volume. C'est comme ça, petit à petit, que vous créez une société, une entreprise technologique qui est capable de répondre à ces défis-là. Donc le premier sujet de la plateforme, c'est que ça permet de répondre à l'expérience client. Le deuxième sujet, c'est un sujet de rentabilité et de croissance. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de rentabilité en e-commerce dans les modèles de retail. Ou alors, il y aura de la rentabilité pour des niches. Dans le haut de gamme, sur des sites qui feront 20, 30, 50, 100 millions d'euros, mais vous n'aurez pas de rentabilité, vous n'aurez pas de modèle à 1 milliard, 2 milliards ou 3 milliards. Le seul modèle qui existe aujourd'hui, c'est le modèle de la mode, c'est le modèle des ventes privées, qui sont des très très gros sites, mais parce qu'ils travaillent avec des marges de 40%. Dès que vous travaillez dans les biens techniques ou les biens de la maison, vous êtes tout de suite dans des marges entre 10 et 25%. Et ça ne suffit pas pour financer du marketing, financer de la technologie, financer de la livraison. Et le modèle de la plateforme, il a cet avantage-là, c'est que vous avez fait ces investissements et vous percevez une commission au passage. Vous ne portez pas de cash, vous ne portez pas de stock, donc vous ne dépensez pas de cash, et vous prenez entre 5 et 15% de commission à chaque fois qu'il y a une vente qui se fait sur un service ou sur un produit. Et là, le modèle économique, il se transforme. On ne sera pas que plateforme intermédiaire. Hein. On a quand même sur les 3,5 milliards d'activités, 2 milliards qu'on fait en propre, de manière classique, pour faire venir nos clients et entretenir notre audience. Donc c'est un équilibre entre une plateforme d'intermédiation et notre business historique de retail. Ça a eu 3 impacts dans l'organisation. Le premier, c'est plus de technologie, plus de technologie, plus de technologie. Je l'ai dit, je ne le répéterai jamais assez, il n'y a pas de plateforme sans technologie. Donc une plateforme qui doit totalement s'ouvrir vers l'extérieur en termes d'API, une capacité à traiter des volumes comme jamais. Nos vendeurs marketplace, ils nous envoient 200 millions de mises à jour par jour. Il faut être capable de traiter les volumes de prix et de mise à jour de stock. Et de l'algorithmie. Quand on crée 1 million de produits par semaine, les produits, il faut les mettre dans des catégories, sinon les clients sont perdus. Avant la plateforme,
On les mettait à la main dans les catégories. On créait 500 produits par semaine, on les mettait à la main. Et ça rejoint ce que disait mon prédécesseur juste avant. Quand vous créez 1 million de produits par semaine, vous ne les mettez pas à la main dans les catégories. Vous avez des algorithmes d'intelligence artificielle qui lisent les libellés, qui regardent les photos et qui les classent. Et qui en classent déjà à peu près 80% correctement. Puis après, les 20% restants, vous les faites de manière un peu plus manuelle. Sans technologie, il n'y a pas de plateforme. Le deuxième sujet, c'est l'ouverture vers l'extérieur. Vous devez passer votre temps à aller chercher sans arrêt des nouveaux services, des nouveaux partenaires, des nouveaux produits, des nouvelles startups. Donc votre entreprise qui était tournée sur elle-même, comme un retailer, comme un distributeur classique, elle est obligée de s'ouvrir vers l'extérieur. Parce que les partenaires font partie du modèle. Et pour avoir un partenaire, il faut en avoir 10. Donc vous passez énormément de temps à voir du monde, à partager des modèles économiques et à partager des business plans. C'est la loi des grands nombres. Pour avoir un bon partenaire, il faut en avoir vu 10. Et le troisième, c'est l'interne. Évidemment, vous avez créé un autre métier. Quand vous avez historiquement des acheteurs qui achètent de la marchandise, qui la stockent et qui la vendent, quand vous faites rentrer une marketplace, soit de produits, soit de services, vous mettez vos propres équipes en concurrence avec l'extérieur. Et donc ça frotte. Et ça frotte même des fois violemment, parce qu'en fait, vous remettez en cause les schémas établis, vous remettez en cause les objectifs des gens, vous remettez en cause les systèmes de rémunération, vous remettez en cause leur performance. C'est simple. Quand vous vendez des produits et que vous commencez à rentrer des vendeurs en marketplace, il y a toujours quelqu'un dans le monde qui a le produit moins cher que vous. Donc vous vous mettez en difficulté vous-même et vous expliquez aux équipes que c'est très bien et qu'il va falloir pousser encore plus fort. Et qu'on va se mettre de plus en plus en difficulté, mais si on ne se met pas en difficulté maintenant, on sera mort demain. Et petit à petit, au début, vous avez deux organisations qui travaillent l'une en compétition avec l'autre. Et petit à petit, au bout d'un moment d'un certain niveau de maturité, vous les faites travailler ensemble. Mais c'est un choc. Parce que vous remettez en cause toutes les bases établies et toutes vos croyances et toutes vos tables de la loi que vous avez écrites. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une question toute bête. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez acheté des produits, stocké des produits, et que quelqu'un arrive de l'extérieur, un vendeur arrive de l'extérieur avec des produits moins chers, et que vous ne vendez plus ceux que vous avez dans votre stock, et que ce stock se déprécie, que ça va vous coûter quelques centaines de milliers d'euros, vous faites quoi ? Il n'y a pas de réponse unique, mais c'est le type de question auquel il faut répondre. Mais vous n'avez pas le choix, vous devez vous confronter au problème, parce que si ce n'est pas vous qui le faites, c'est un de vos concurrents qui le fera. Donc, un sujet de mouvement, de changement, un sujet de réactivité et d'agilité. Parce que quand vous vous ouvrez à l'extérieur, les premières startups qu'on a rencontrées, elles nous disaient « mais on ne veut pas travailler avec vous ». Quand on commence à vous parler, ça nous coûte de l'argent, on nous dit qu'on va faire plein de réunions, ça dure 6 mois. Et à la fin, on ne fait rien. Les vendeurs nous disaient « mais c'est bien de travailler avec vous, mais pour créer un produit, c'est un enfer. Vous ne savez pas vous ouvrir à l'extérieur. Donc on met 3 fois plus de monde chez vous que chez d'autres. » Le sujet de l'ouverture et de la simplicité. Et ça demande au final énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Parce qu'en fait, vous avez un bateau qui va dans un sens et le bateau change complètement de sens. Évidemment, vu client, c'est pareil. Le client, il considère que vous n'avez pas changé. Vous avez plus de produits, des meilleurs prix, toujours autant de services. Et en interne, vous avez fait la révolution. Et les équipes d'hier ne sont pas les équipes d'aujourd'hui, en grande partie. Et les métiers d'hier ne sont pas les métiers d'aujourd'hui. On était une boîte qui ne faisait que du commerce, des produits et du commerce, qui s'occupait quasiment jamais des clients, ça c'était il y a 10 ans. On est une boîte qui a mis le NPS depuis 3 ans au centre de ces indicateurs, qui est l'indicateur le plus important, et qui est devenue, pour la moitié des effectifs, une boîte technologique. Et ça ne s'est pas fait en 2 ans, ça s'est fait en 5-6 ans. C'était le seul moyen de rester dans la course. Évidemment, ça ne se fait pas sans engagement. Ça aussi, c'est une logique de plateforme. Ça aussi, quand vous décidez de faire de la RSE, d'être globalement plus vert, parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas qu'on n'a pas le choix vis-à-vis des clients, c'est qu'on n'a pas le choix en tant que citoyen de s'occuper un peu de nos partenaires français. Là aussi, on n'a pas le choix. C'est une question de citoyen français, qu'on a un sujet d'IA éthique sur lesquels on commence à se poser des questions. La technologie, c'est bien,
La technologie, elle nous amène à quoi? Elle nous amène à mettre les gens dans des boîtes. L'intelligence artificielle, elle met les gens dans les boîtes. Elle dit, toi, t'es une femme, c'est des produits roses. Toi, t'es un homme, c'est des produits bleus. Je simplifie. Toi, t'habites à tel endroit, t'es dans le 7e à Paris, c'est des produits chers. Toi, t'es dans le 93, c'est des produits pas chers. L'IA, elle accentue les phénomènes. Et donc, une des grandes questions qu'on va avoir à se poser en tant que plateforme, c'est comment on fait pour casser et faire en sorte que les gens ne rentrent pas tous dans des clusters, que nous tous, on ne soit pas catégorisés à vie dans un cluster qui fait qu'on ne puisse pas sortir de ce cluster-là. Ça va plus loin que les sujets de RGPD et de respect de la vie privée. Hein. C'est beaucoup plus pernicieux que ça. C'est comment on ne vous clusterise pas à vie. Voilà pour notre évolution dans les 10 dernières années. Merci beaucoup Emmanuel.